Bonjour à toutes et à tous. Alors ça fait un paquet de temps que je voulais faire cette vidéo, je vous ai un peu abandonné après la première partie, mais me voilà à nouveau. Au début je voulais faire un truc assez énorme où je parlais presque de guide d'achat pour plein de domaines différents, etc. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte rapidement quand j'ai fait des premiers essais il y a déjà un bon moment que ça faisait une vidéo imbuvable de plus d'1 heure. Et donc j'ai décidé de pas faire ça, mais plutôt de juste parler dans la philosophie de ce que c'est pour moi que de consommer autrement et de faire ce que j'appelle, ce que certains appellent, c'est pas ce que j'appelle, mais une consommation raisonnée, ce qu'on peut mettre derrière, ce que moi je mets derrière en tout cas, toujours pareil avec ces termes-là, je veux pas forcément donner une définition scolaire, ou peut-être que d'autres gens ont des définitions très précises de ça, mais moi j'aime bien ce terme, mais voilà, ce que moi je mets derrière. Pour moi, dans cette consommation comme acte citoyen, on va avoir deux gros axes, et le premier de ces deux axes, ça va être bien sûr l'écologie. Je pense que j'apprends rien à personne en disant que les ressources de notre planète, elles sont finies. Elles sont pas infinies en tout cas, et même si la technologie permet d'optimiser comment on les utilise au fil du temps, c'est quand même une des grosses problématiques de ce qu'on vit aujourd'hui. Et donc quand on achète quelque chose, on va utiliser les ressources qui vont se retrouver réellement dans cet objet. On va bien sûr utiliser toutes les ressources en amont qui vont permettre de produire cet objet, ou les ressources qui vont permettre de produire ce qui va permettre de produire cet objet. Je veux pas devenir trop méta non plus, mais il va y avoir aussi les ressources qu'on va utiliser pour transporter cet objet jusqu'à nous, pour nous le vendre. Et il va y avoir aussi les ressources qui vont être utilisées pour la destruction ou le stockage de cet objet en tant que déchet quand il aura fini sa vie. Et tout ça, c'est valable pour tous les objets, bien sûr. D'autant que la partie déchets, elle n'est pas non plus anodine, parce qu'aujourd'hui, même si quelqu'un qui veut recycler, comme c'est mon cas, et même dans un pays comme la France, qui n'est pas non plus trop en retard sur le recyclage, même s'il n'est pas spécialement en avance, dans tout ce que vous allez mettre dans votre bac de recyclage, au final, il y a peut-être 10 à 30% selon les matériaux qui vont être vraiment recyclés. Et encore, je pense que je suis un peu large. Ça va peut-être dépendre des villes ou des régions. Mais du coup, voilà, même quand on se donne bonne conscience en triant, en fait, on va quand même générer des déchets. Et je parle pas des autres déchets, du coup, tous ceux qui sont enfouis, brûlés, etc. Et qui vont directement participer aussi aux effets de serre, et utiliser des ressources aussi pour les brûler, etc. Du coup, je pense que c'est vraiment vital quand on achète quelque chose de se demander si on en a vraiment besoin. Que ce soit une voiture ou une brosse à dents, quoi. Et au-delà du besoin, si c'est pas la seule question, de se demander si ça va vraiment nous apporter quelque chose ou vraiment nous faire plaisir de l'acheter, et qu'on va pas juste avoir ce qui peut arriver, moi ce qui m'arrive perso, passer un certain âge sur certains achats, qui est l'impression à très court terme que acheter ce truc m'a rendu plus heureux, mais où en fait 3 heures après, c'était presque la perspective de l'acheter qui m'a excité, mais où 3 heures après que je l'ai, si c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin et qui est utilitaire, ça s'est dissipé, et voir si c'est pas quelque chose dont j'ai vraiment besoin et qui est utilitaire, en fait, limite, je me demande un peu comment j'ai pu autant m'enflammer pour acheter ce truc-là, quoi. Donc voilà, déjà se demander si on en a vraiment besoin, ou si ça va vraiment nous apporter quelque chose. Et ensuite, si la réponse est oui, se demander si on a besoin de l'acheter neuf, pour plein de choses. Alors bien sûr, pour des sous-vêtements, moi, j'ai beau faire des efforts, je me vois pas porter les sous-vêtements déjà portés par quelqu'un d'autre, et pour plein d'autres choses. Pour une voiture, il y a plein d'avantages à acheter du neuf, mais il y a aussi énormément d'inconvénients à acheter du neuf, d'ailleurs en termes de sous. Parce que les voitures, elles sont garanties, mais souvent les plus gros problèmes qu'elles vont avoir, ça va être dans les 3 premières années de leur vie. Enfin, en vrai, je veux pas aborder tous les sujets, mais il y a vraiment une question à se poser de est-ce que j'ai besoin de neuf pour ceci ou cela. Pour certains types de fringues, peut-être que oui, pour certains types d'autres fringues, peut-être que non. Bien sûr, comme pour la vidéo précédente, je précise que tout ça, c'est vraiment aussi lié à chacun, hein. Il y a des gens qui peuvent envisager certaines choses et d'autres qui peuvent pas. L'idée, c'est pas non plus de se forcer, mais c'est juste de se demander honnêtement à chaque fois qu'on achète quelque chose si on en a besoin et si on peut pas l'acheter d'occasion. Parce que quand on achète d'occasion, mine de rien, en dehors des questions de coûts, il y a bien sûr tous les coûts en amont qui ont déjà été produits une fois, enfin qui ont déjà eu lieu une fois, les coûts de ressources, les coûts de travail, etc., et qui ne seront pas reproduits pour cet objet-là. Et éventuellement un mini-transport dans votre ville, par rapport à toute la reproduction de la chaîne, il n'y a pas photo. Et du coup aussi pour la réduction des déchets, c'est un déchet qui va être réduit par 2, donc tous les coûts sur la nature et sur le travail humain qui vont avoir lieu à la vraie destruction de cet objet, évidemment, elles vont être déjà divisées par 2 s'il a eu 2 proprios, divisées par 3 s'il a eu 3 proprios, etc. Et donc avec cette idée de réfléchir à comment je peux limiter mes achats, il y a bien évidemment la question de la durée des choses qu'on garde, donc si on garde une fringue 10 ans au lieu de la garder 1 an et qu'on la renouvelle par une autre, bien évidemment l'impact en termes de ressources, en termes d'économie, en termes de plein de choses, il n'est pas du tout le même, quoi. Et même si on se découvre une passion pour les achats éthiques, plus éthiques on va dire, de telle ou telle marque qui utilise des choses recyclées, etc., entre pas acheter ces fringues-là, c'est le même problème, quoi. Entre pas acheter ces fringues-là, c'est-à-dire
garder peut-être une fringue Nike qui aura été fabriquée par un enfant en Chine, mais c'est déjà fait en fait, la garder 20 ans, ou acheter la dernier truc Veja ou Brava Fabrics qui va être plus éthique et qu'on va être content d'aborder, bah en fait, dans le deuxième cas, on est quand même moins éthique que si on garde les fringues qu'on a déjà et qui vont très bien le plus longtemps qu'on peut les porter, quoi. Alors tout ça, c'était plutôt dans l'idée de privilégier au maximum l'achat d'occasion, et je le répète, l'achat le plus éthique, c'est celui qu'on fait pas, et le deuxième achat le plus éthique, c'est celui d'occasion. Voilà, je l'ai redit une deuxième fois. Maintenant, pour plein de choses, on peut pas trop spécialement se passer du neuf. Que ce soit pour des questions d'être sûr de l'intégrité de ce qu'on achète, ou pour des questions d'hygiène, ou pour plein d'autres questions. Et du coup, pour ces achats neufs, pour moi, on rentre dans le deuxième max de consommation raisonnée, d'actes citoyens, de consommateurs, qui va pour moi regrouper le politique, l'économique et le social. Alors je regroupe tout ça parce que pour moi, d'une manière ou d'une autre, tout ça va être présent dans un achat neuf en fait. Alors je sais que quand on achète quelque chose, c'est pas forcément le moment où on se dit qu'on va faire un vrai choix politique ou social ou économique, sauf qu'en fait, à part le vote et d'autres pratiques, on va dire vraiment militantes, je pense que l'achat, ça reste un des moyens le plus fort qu'on a sur comment on va impacter la société en tant qu'individu. Bien sûr qu'on va pas avoir un impact fou en tant qu'un individu, mais l'achat pour moi c'est vraiment la chose sur laquelle on peut vraiment orienter des choses, passer des messages et faire des choix assez forts, quoi. Si par exemple on achète le lait premier prix quand on va à Carrefour, qu'on achète tous ces produits sur Amazon, ben, en fait on va vraiment encourager certaines pratiques, quoi. Si on achète que des fringues Nike fabriquées en Chine qui coûtent quand même un certain prix alors qu'elles sont fabriquées par des gens qui vont être payés quelques centimes quand ils sont payés, on va vraiment encourager certaines pratiques et faire un vrai choix, quoi. Alors qu'on apprécie ça ou pas et qu'on le veuille ou non, on est aujourd'hui dans un système capitaliste en France. Alors loin de moi de faire une critique complète du système parce que c'est un sujet très complexe, très vaste et que j'en ai pas les capacités. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, leur but premier, déjà c'est d'être rentable, mais la plupart du temps c'est de faire du profit. Des fois il y a des buts secondaires un peu nobles, mais leur but premier c'est de faire du profit. Ça veut dire aussi que du coup, on peut un peu, alors pas individuellement, mais avec plein d'individus, on peut un peu orienter leur fonctionnement dans le sens où si une boîte qui est pas du tout éthique, par exemple comme Apple, voit que petit à petit elle se fait grappiller des parts de marché par un concurrent, par exemple comme Fairphone, qui est plus éthique, qui va garantir qu'il y a des matériaux recyclés utilisés dedans, qu'il n'y aura pas de travail forcé, que il y a 30% des minerais qui viennent de pays où il n'y a pas de guerre, etc. Ça paraît très peu, mais c'est déjà plus de garantie que tous les autres fabricants. Si demain, cette marque-là, elle prend 5% du marché des smartphones, et qu'une marque comme Apple ou comme Samsung, ils voient qu'ils perdent des parts de marché, et que c'est ce type de boîte qui prend des parts de marché, ben c'est des boîtes qui veulent gagner de l'argent avant tout. Donc il y a des chances que, si c'est le cas, elles vont produire un nouveau modèle, ou changer, ou faire plus de communication sur le fait que telle ou telle chose qu'elles vont faire, ben, ça va être plus éthique qu'avant, et que du coup, il faut acheter leurs produits. Elles vont pas le faire par bonté d'âme, elles vont le faire pour des motivations purement économiques, mais très probablement, elles vont le faire. Parce que elles vont voir que c'est ça qui a le vent en poupe chez une partie des utilisateurs et elles veulent toujours avoir plus de parts de marché. Par contre, si elles voient qu'en faisant rien de plus, parce que bien sûr, tout ce qu'elles vont faire dans ce sens-là, ça va probablement leur coûter de l'argent. C'est-à-dire que si elles changent leurs emballages pour qu'il n'y en ait quasiment plus, qu'elles changent toute leur chaîne de production, qu'elles délocalisent plus vers la Chine, mais qu'elles délocalisent ou qu'elles produisent aux États-Unis dans une usine certifiée, machin, etc., ça va leur coûter beaucoup plus cher. Et donc elles vont pas le faire si elles n'ont pas besoin de le faire. C'est-à-dire que si on continue à leur acheter toujours autant de choses, voire plus de choses, elles n'ont aucune raison, d'un point de vue purement économique, d'évoluer, en fait, toutes ces boîtes-là. Donc c'est là que nous, on peut avoir un petit rôle à faire, c'est-à-dire que quand j'achète quelque chose, si je regarde des alternatives et qu'une des choses qui motive mon choix, c'est l'aspect éthique des choses, il y a des chances qu'il y ait de plus en plus de boîtes qui prennent cet aspect-là en considération au fil du temps. Alors, petit aparté, mon but, c'est pas du tout de stigmatiser les gens qui n'ont pas les moyens déjà mentalement de réfléchir à tous leurs achats et de prendre ce temps-là de réflexion à chaque fois qu'ils vont acheter quelque chose, qui n'ont pas les moyens financiers de se permettre de payer des alternatives bio, éthiques, machin, qui vont coûter des fois 5, 10, 20%, 40% plus cher. Mais après, pour la quantité de gens qui sont dans cette situation, combien il y en a aussi qui vont utiliser cet argument-là de ah oui, mais un t-shirt, c'est pas censé coûter 20 euros. Le dernier que j'ai acheté, je l'ai payé 5 euros. Ou tel marché bio, c'est des voleurs. Il y a tel truc qui coûte 3% plus cher qu'ailleurs. Combien il y a de gens qui utilisent ces arguments alors que eux pourraient se permettre la plupart du temps de consommer autrement, juste pour éluder le débat. Alors oui, fabriquer des fringues, par exemple, en France, avec des salaires français,
avec des cotons bio, avec des trucs qui viennent pas du bout du monde, avec des produits chimiques qui tuent pas la planète et qui tuent pas les gens qui les utilisent, ça va coûter plus cher que d'exploiter un enfant pas payé au Bangladesh, c'est sûr. Mais c'est un peu le point justement, quoi. C'est d'arrêter d'exploiter des gens au bout du monde avec des œillères parce à part qu'il y a écrit Made in Bangladesh sur l'étiquette, bah on voit aucune réalité de tout ça. Mais toute cette réalité-là, elle existe. Et à la limite, de combien de t-shirts et de jeans t'as vraiment besoin dans une année? Moi, j'achète. Je me pose pas du tout en exemple parce qu'il y a tout le monde peut être mis en question sur tout et j'ai pas envie de rentrer dans ce débat. Mais voilà, de combien de t-shirts t'as besoin réellement? De combien de t-shirts neufs t'as besoin dans une année? De combien de jeans neufs t'as besoin dans une année? De combien de pulls neufs t'as vraiment besoin dans une année? Je parle de besoin. Après, il y a des personnes pour qui la mode c'est beaucoup plus important que d'autres, donc je conçois que ça peut être un poste de dépense et j'ai pris les fringues en exemple, mais c'est des questions qu'on peut se poser pour tout en fait, et on peut toujours faire mieux. La question c'est pas forcément de demain tout remettre en question, mais c'est de se poser vraiment cette question-là le plus souvent possible, quoi. Alors du coup, sans faire un guide exhaustif, qu'est-ce que je regarde quand je fais des achats? Alors déjà, je vais regarder premièrement si c'est du jetable ou du réutilisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'alternatives à des trucs qu'on utilise quasiment tous les jours, qui existent en version pas jetable. Par exemple, un exemple nul qui me vient en esprit, c'est les cotons-tiges. Là, moi, j'ai un des cotons-tiges. J'utilise pas tout le temps parce que en vrai, je les trouve un tout petit peu moins efficaces, mais que j'utilise la plupart du temps. C'est les cotons-tiges que je peux laver. Et de temps en temps, j'utilise un coton-tige normal, mais déjà, ma consommation de coton-tige, elle a diminué par 10, quoi. C'est des petites choses, mais c'est des choses qui arrivent tous les jours. Ensuite, il va y avoir il va y avoir la question est-ce que c'est quelque chose que je peux acheter en vrac et comment c'est conditionné? Est-ce que du PQ, je peux le trouver avec un emballage papier au lieu d'un emballage plastique qui, s'il se retrouve dans la nature et globalement, du coup, en termes d'impact sur la planète, va être bien pire? Est-ce que je peux acheter mon riz en vrac ou en sac de 50 kilos plutôt que d'acheter 3 sacs de 500 grammes toutes les semaines si j'achète du riz ou des pâtes toutes les semaines? Ça va aussi jouer. C'est des petites choses, mais vous imaginez sur des millions de consommateurs la différence déjà que ça peut faire. Ensuite, je vais me demander si ça vient du moins loin possible. Alors pour tout ce qui est bouffe, c'est un sujet un peu plus compliqué parce qu'il y a des endroits où ça va en fait être moins coûteux pour l'environnement de produire dans ces pays-là parce que le climat s'y prête. Mais en dehors de cette question-là, pour tout ce qui peut potentiellement pousser en France, des carottes, des patates, pourquoi je les achèterais qui viennent de l'autre bout de l'Europe ou voire de plus loin alors que moi à côté de Toulouse, là, je sais très bien qu'on sait faire des carottes et des patates, quoi. Et pour tout ce qui est fringues, ça va en plus potentiellement avoir d'autres impacts positifs, c'est que tout ce qui est fabriqué dans beaucoup de pays d'Asie, c'est des pays où il y a énormément en proportion, je dirais sans vouloir faire de clichés, mais une majorité de travail forcé. Quand je dis travail forcé, ça peut être des gens qui sont très très mal payés, des gens qu'on force à travailler en leur volant leur passeport parce qu'ils viennent d'un autre pays et qu'on leur rendra que quand ils auront bossé 3 ans, etc. Enfin, il y a plein de choses géniales qui se passent ailleurs. Et en fait, la proportion de chances que si j'achète une fringue made in France, elle soit aussi en travail forcé. Alors, il y a du travail forcé en Europe, hein, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de travail forcé en Europe ou en France, mais en proportion, il est quand même beaucoup, beaucoup moins répandu. Déjà, en plus des questions d'empreinte carbone et tout, il y a aussi cet aspect que si j'achète quelque chose qui est produit dans ce pays, j'ai quand même moins de chances d'acheter des choses qui font appel à des pratiques très douteuses. En parlant de la main-d'œuvre, il y a aussi maintenant l'équivalent ça s'appelle Fairtrade aussi d'ailleurs. Donc Fairtrade, c'est quoi? C'est l'idée à la base que des producteurs vont être rémunérés à un juste prix pour leur travail, et ça s'appliquait à la base surtout aux aliments fabriqués dans l'hémisphère sud, mais aujourd'hui, ce label, il existe aussi en Europe, et pour tout type de manufacture, type fringue, etc. Donc on peut acheter des choses où s'il y a ce label-là, on sait qu'a priori, alors, parce que oui, on va me dire, les labels, ça peut se contourner, etc. Mais en fait, les gens qui sont dans cette démarche-là, sachant qu'il y a des contrôles et tout ça en général, la proportion de chances que ce soit pour du flan est quand même moindre que les gens qui se font pas chier à passer par ces trucs-là. Et donc, ça va nous permettre de savoir qu'a priori, les gens qui ont travaillé sur notre produit, ils ont été correctement payés. Pas forcément des super bien payés, mais a priori déjà correctement payés. Qu'on soit vegan ou pas, il y a notamment sur les fringues le label vegan qui va nous permettre de garantir qu'il n'y ait pas d'animaux qui aient souffert pour fabriquer ces habits. Et en dehors de ce bonus, qui est quand même pas du tout négligeable, même si vous n'êtes pas vegan, souvent c'est les boîtes qui utilisent ces labels, c'est aussi des boîtes qui sont justement dans une démarche de transparence sur ça. Et c'est souvent du coup des boîtes qui vont être plus dans une démarche éthique que d'autres. Donc ça peut être bien aussi de
de favoriser ces boîtes-là, même si, même si vous n'êtes pas profondément vegan. Il y a aussi la question du bio. Alors le bio, c'est pas miraculeux, ça veut pas dire que vous pourrez pas mourir de diabète parce que vous avez acheté des produits bio. Il y aura peut-être tout autant ce sera tout autant des recettes merdiques que d'autres recettes, etc. Mais le bio, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'a priori, il y a moins de produits chimiques qui vont se retrouver dans ce que vous faites, et il y a moins de produits chimiques de fait en général qui ont été utilisés sur les terres qui ont servi à faire ça, donc même pour la planète, c'est quand même mieux. Il y a la norme Ecotex 100 aussi pour les fringues qui va vous garantir justement que les produits de teinte et autres de traitement des habits sont respectueux de l'environnement et sont respectueux des travailleurs qui travaillent avec, ce qui n'est pas négligeable non plus. Il y a aussi bien évidemment la question des choses qui sont faites avec des produits recyclés, ce qui peut être une bonne manière de gérer nos problématiques de déchets. Il y a de plus en plus de marques par exemple de fringues qui font des fringues à partir de bouteilles de plastique recyclées ou d'anciennes chaussures recyclées, de choses comme ça. Et qui font des textiles super, hein, ça se voit, enfin c'est impossible de deviner que c'est fait avec des trucs recyclés. Sauf que du coup, même si c'est pas toujours des choses recyclables, le fait qu'elles aient déjà été recyclées une fois, c'est souvent mieux que des trucs qui ont juste fini sur des plages ou incinérés. Et enfin, il y a une notion qui est pour moi à pas négliger du tout, c'est la transparence. Déjà, pour moi, c'est le niveau 1, on va dire, sur 10 de l'éthique, mais qui est indispensable. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui font rien de particulièrement éthique, au sens large, mais qui vont déjà vous fournir la liste exacte de leurs fournisseurs, tel truc est produit dans telle usine, à tel endroit, nommément, et en fait, il y a déjà tellement peu de boîtes qui font ça, et qui vont vous dire des textes vagues, type oui, notre produit est fabriqué dans des conditions humaines géniales, en accord avec nos partenaires, etc. Alors que déjà, si sur le site vous avez des vrais fournisseurs, des vraies adresses, des vrais noms de boîtes, en général, ça veut déjà dire qu'il y a une volonté de transparence, et la transparence, c'est la base déjà de tout ce qui peut être éthique, parce que s'il n'y a pas de transparence, ben on peut faire tout le monde peut faire des beaux discours sur son site web en disant que leur philosophie c'est d'améliorer le monde et machin, mais s'il n'y a aucun acte, aucun label, aucune transparence, aucun nom de fournisseur, les 3/4 du temps, c'est juste parce que c'est dans l'air du temps de dire qu'on veut faire mieux, qu'on veut faire bien, quoi. Bonjour. Alors là, on est demain, ça se voit pas à part que la lumière a changé. Mais en fait, je suis en train d'éditer la vidéo et je me rends compte qu'il y a certains points sur lesquels j'ai pas été très exhaustif encore, qu'il y a 2-3 choses que je voudrais aborder. Notamment, le premier, c'est que sur les critères d'achat, il y a bien évidemment aussi la réparabilité qui est un point, et qui est un point fort par exemple pour les smartphones chez Fairphone, qui est mis en avant, parce qu'à l'ère de l'obsolescence programmée, le fait de garder les téléphones et tout ça est aussi conditionné par ça, quoi. C'est-à-dire... moi, je veux bien garder mon téléphone ou mon ordinateur portable 5 ans, mais si au bout de 5 ans, le fabricant il veut plus rien réparer, qu'il produit plus les pièces, comment je fais? Donc voilà, il y a l'aspect réparabilité qui peut compter pour certaines choses. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder rapidement, c'est que quand je fais un achat, je regarde si globalement la boîte elle se place depuis le début dans une dimension éthique ou pas pour faire mon achat. Parce que par exemple, en termes de fringues, par exemple, une boîte comme EcoAlf qui dans son ADN, a décidé de réduire son impact sur l'environnement, de travailler que avec des matériaux recyclés depuis le début, etc. Je vais avoir envie de privilégier l'achat chez eux plutôt que l'achat d'un produit équivalent dans une marque qui n'est pas spécialement éthique comme Bonobo, mais qui va faire une gamme éthique, qui là, pour le coup, pour moi, est un peu plus du greenwashing, dans le sens où la marque, globalement, va faire peut-être 5% de ses ventes avec cette gamme-là, mais ça lui permet de dire nous aussi, on fait de l'éthique. Regardez, ce jean, il est en coton bio et il n'y a pas de produits chimiques dedans. Il est quand même fabriqué, je sais pas où, mais voilà. Mais je vais vouloir privilégier quand même, tant que possible, l'achat vers une marque qui a toujours eu ça dans son ADN, parce que je sais que si à terme, s'il y avait que ces marques-là sur le marché, il y aurait beaucoup moins de dérives qu'avec les marques qui, historiquement, font un peu de la merde, mais de temps en temps, essayent de se donner bonne conscience sur tel ou tel truc, quoi. Ces marques-là, pour moi, dans leur ADN, c'est profitabilité au maximum. Et donc, c'est pas ces marques-là que j'ai envie de privilégier. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est le point un peu des garanties, des labels, etc. Et des fois, on peut être un peu naïf et se dire telle marque que j'aime vraiment bien, je vais continuer à l'acheter parce que même s'il n'y a pas grand-chose de garantie sur leur site ou que c'est pas écrit de manière transparente que c'est produit dans telle usine qui est vraiment éthique, ils ont déjà dit plusieurs fois que l'être humain était au centre de leurs préoccupations, etc. Donc, je vais leur faire confiance et je vais quand même acheter chez eux. Il faut voir le problème pour moi à l'inverse, c'est-à-dire que c'est dans l'air du temps de faire relativement de l'éthique ou relativement du vertueux. Donc si ces marques-là, elles utilisaient des matériaux bio, des matériaux sans produits chimiques, qu'elles utilisaient des salariés qui sont garantis fair trade, des usines qui sont au top, mais ils le mettraient partout, ce serait écrit partout sur toutes leurs fringues, sur toutes leurs pubs, sur leur site web, ce serait placardé parce que ce serait un méga argument commercial. Et le fait qu'elles le fassent pas, le fait qu'elles ne
ne le vendent pas, cet argument, c'est que c'est pas le cas, quoi. Si c'était le cas, elles le mettraient en avant à fond. Donc pour moi, il faut pas être naïf là-dessus, dans le sens de si ces marques elles garantissent rien, c'est cherchez pas plus loin, il y a rien de bien qui est fait en fait, sinon elles vous le vendraient. Donc voilà, déjà si vous avez suivi jusque-là, merci beaucoup. C'était un premier tour d'horizon de ce que je considère comme des actes, on va dire, de consommation raisonnée, un peu plus citoyen en tout cas. Le but c'est pas de juger ou d'être un modèle, je fais plein de choses qui ne sont pas cohérentes avec ça régulièrement. Je pense qu'il faut pas tous se mettre une pression non plus de ouf, mais par contre faut être honnête le plus souvent possible, à se dire si là, sur cet achat-là, ou à ce moment-là, je peux prendre le temps de le faire, il faut que je le fasse, que c'est pas anodin, que ça va pas avoir aucun impact. C'est très facile de juste se dire bah non, je fais ça par habitude et on s'en fout. Si tout le monde fait un tout petit peu mieux tous les ans, en fait, ce sera vachement mieux que si on le fait pas, et on est des millions, donc même si tout ça ne remplacera jamais une prise de conscience politique et une prise de conscience des grosses entreprises, ça peut être complémentaire en fait. Et si tout se produit, les temps ne vont pas dans ce sens-là, mais si tout se produit, tant mieux, mais ça ne veut pas dire que ces actes-là, tout seuls, n'ont aucun impact en fait. Donc voilà, l'idée, je pense que c'est d'aller vers du mieux, toujours, et de ne pas régresser, ou le moins possible, et en même temps ne pas se culpabiliser pour tout, mais voilà, d'être honnête avec soi-même et de se dire ok, j'ai essayé de faire mieux cette année sur tel et tel truc et j'ai réussi sur ça et c'est bien, et j'essaierai de faire mieux l'année prochaine. Voilà, si vous avez des questions sur des aspects particuliers de ce qui a été abordé dans cette vidéo, si vous avez des commentaires, si vous avez des corrections à faire, des retours, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, et puis j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Merci et bonne journée. Ciao.